55 minutes devant nous sur un sujet qui, je l'espère, va vous passionner. En tout cas, moi, il m'intéresse beaucoup. Faut-il sanctuariser la recherche? Et avant de poser les termes du débat, je voudrais vous présenter nos débatteurs. Tout d'abord, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Sylvie Retailleau, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour, merci beaucoup. À vos côtés, votre homologue de Djibouti, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de Djibouti, Monsieur Nabil, merci beaucoup d'être là. Nicolas Dubourg, président d'ISALT, Société d'investissement, merci beaucoup. Béatrice Veder-Dimoro, merci beaucoup, qui s'exprimera en anglais. Donc prenez de quoi écouter la traduction simultanée, si vous en avez besoin. Présidente du CEPR, économiste. Et Laurent Saint-Martin, directeur général de Business France. Et c'est le professeur d'économie El Mouhoud, président de Paris Dauphine, qui va nous poser les termes de ce débat. Faut-il sanctuariser la recherche? La parole est à vous. Merci beaucoup, Madame la Ministre, chère Sylvie, Monsieur le Ministre, cher Nabil, chers intervenants, chers collègues. Je suis absolument ravi d'être là pour poser les termes du débat. Alors, des termes du débat, parce que c'est impossible de poser tous les termes du débat, c'est un sujet très large. Je n'ai pas choisi le titre, faut-il sanctuariser la recherche? Je n'ai pas choisi le titre. Je le dis tout de suite parce qu'on pourrait, compte tenu de ma position de président d'université, m'accuser de conflit d'intérêts ou de demander des choses. Non. Mais si on pose le titre comme ça, faut-il sanctuariser la recherche? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors sanctuariser, ça signifie mettre quelque chose, donner à quelque chose un caractère sacré, intouchable, ou bien de manière plus prosaïque, ça voudrait dire simplement pérenniser par des ressources publiques ou privées, on va y venir dans un instant, une recherche fondamentale ou appliquée, on ne sait pas encore, on va venir à cette question, pendant une longue période. Pourquoi sanctuariser? En général, quand on cherche à sanctuariser les dépenses militaires, c'est qu'on a des menaces ou des opportunités. Et si on cherche à sanctuariser les dépenses de recherche, par exemple, qui ne sont pas des dépenses, mais un investissement, j'y reviendrai aussi, eh bien, c'est qu'on a des défis. Alors, quels sont les défis et les enjeux? Eh bien, j'en citerai un seul. En 2050, nous serons 10 milliards d'habitants. Nous aurons un accroissement de la population donc, qui va poser d'immenses défis d'ordre climatique, économique, sociaux, sanitaires. Vous avez vu toutes les crises sanitaires que nous avons eues également. Donc nous avons des problèmes à la fois de risque, de souveraineté. Et pourquoi la recherche? Pourquoi y répondre par la recherche? Eh bien parce qu'elle nous aide la plupart du temps à trouver les solutions pour que notre mode de vie eh bien, s'adapte, change également, pour favoriser de meilleures façons de répondre à ces défis. Alors, on peut se dire, mais d'accord, mais pourquoi la recherche? Mais pourquoi y répondre par la recherche? Eh bien, les grandes innovations technologiques de rupture qui ont changé nos vies sont toujours nées de la recherche fondamentale. Et je dis bien de la recherche fondamentale exprès. Par exemple, l'ordinateur moderne est né de l'invention du transistor qui n'aurait pas été possible sans l'avènement de la physique quantique au début du XXe siècle. Je parle sous le contrôle d'une physicienne, Sylvie Retailleau, et donc j'espère que je ne me suis pas trompé. Et puis, si on prend l'intelligence artificielle dont on parle aujourd'hui, eh bien la recherche fondamentale, on a délivré les éléments clés pour qu'elle soit exploitée dans ce qu'on appelle les GAFAM. Voilà. Donc la recherche est évidemment assez fondamentale dans cet élément-là. Alors la question qui vient tout de suite après, pour poser les termes du débat, d'accord, la recherche, ou la recherche fondamentale ou appliquée, on y reviendra. Mais pourquoi l'État? Est-ce que c'est seulement l'État qui est amené à jouer un rôle? Oui, la réponse est oui, mais pas tout seul. La réponse est oui, pas tout seul. Pourquoi? Parce que l'État tient le rôle clé en matière d'innovation. Il est le mieux placé pour, d'une part, soutenir une recherche fondamentale désintéressée, de long terme, d'où la sanctuarisation, et d'autre part, lancer des investissements massifs à long terme.
N'oublions pas que les GAFAM dont on parle aujourd'hui elles-mêmes sont nées de l'exploitation des technologies dont le développement était financé par l'État. Par exemple, ARPANET, qui est l'ancêtre d'Internet, a été financé par la DARPA, l'agence américaine publique. Donc il n'y a pas qu'un seul chemin pour arriver à répondre à ces défis par la recherche, mais la recherche financée par l'État est l'élément fondamental. Pourquoi ? Vous connaissez tous cette loi de Wagner, économiste de l'école historique allemande, qui expliquait pourquoi on aurait une croissance inexorable des dépenses publiques dans certains domaines. Et dans les domaines de la recherche, de la culture, de l'enseignement, de la santé, l'investissement privé a du mal à venir pour des raisons qui sont liées au taux de retour sur l'investissement, des choses qu'on connaît très bien. Donc l'État a un rôle fondamental à jouer et par exemple Fred Terman, professeur d'électronique de l'université de Stanford, l'avait bien compris, lui qui, dans une Amérique traumatisée par la crise de 1929, a travaillé à bâtir le premier écosystème entrepreneurial alliant université et entreprise. Alors ça tombe bien que l'État, et c'est ma position, je pense, soit l'élément central, la colonne vertébrale de cette sanctuarisation de la recherche. Ça tombe bien parce que l'État peut investir dans la recherche de manière extrêmement rentable. Alors il y a un rapport qui a été fait par mes collègues Gabriel Fac et Élise Huydry, sous l'égide de Philippe Martin, ici présent pour le Conseil d'analyse économique, qui montrait un certain nombre d'éléments de ce type. La littérature économique est prolixe sur le sujet. L'investissement public dans l'enseignement supérieur à la recherche est sans doute l'investissement le plus rentable. Donc si c'est bien l'investissement public, je crois que j'ai terminé mon temps, mais je vais quand même terminer par deux éléments. Si on peut sanctuariser la recherche et si l'État doit le faire, comment doit-il le faire ? Doit-il favoriser, il y a eu des efforts tout à fait considérables faits ces dernières années, depuis la loi Allègre d'ailleurs, qui permet à la recherche fondamentale, à des chercheurs de devenir des entrepreneurs. Il y a encore des problèmes administratifs, tout un tas de sujets, mais c'est absolument remarquable les progrès qui ont été faits. Donc si on veut recréer de l'espoir, il faut voir aussi les progrès que nous avons faits et pas seulement les problèmes, mais il faut voir les risques et les problèmes. Et on peut dire qu'il y a peut-être 3 ou 4 questions vraiment très brièvement que je voudrais poser à l'assistance. Heureusement, il n'y a pas que l'État qui est présent ici, il y a aussi les acteurs privés, il y a aussi les analystes. On peut se demander si l'investissement massif qui s'est accru ces dernières années sur les appels à projets est suffisant pour sanctuariser, parce que c'est de l'amorçage la plupart du temps, alors qu'on a besoin de sanctuariser en investissant dans le cœur du réacteur. Est-ce qu'on n'a pas un problème en France de sous-investissement dans la recherche fondamentale ? Les chiffres le montrent, mais ce sous-investissement dans la recherche fondamentale est précisément dû à un manque d'investissement privé. Il y a une frilosité du secteur privé à venir investir. Et puis, dernier point, est-ce qu'on investit finalement dans les appels à projets dans un contexte où la dette publique pèse, où la dépense militaire est sanctuarisée à travers une loi de programmation militaire tout à fait remarquable, mais est-ce qu'il n'y a pas des risques d'effet d'éviction dans les périodes qui suivent si on ne touche pas au cœur du réacteur, c'est-à-dire les salaires des enseignants-chercheurs, les problématiques de la fuite des cerveaux auxquelles on a à faire face. Et donc on est vraiment à la croisée des chemins, on a fait un progrès tout à fait remarquable, mais il est temps aujourd'hui de pousser l'avantage long. Si je défends l'idée que c'est la recherche fondamentale qui va y répondre, c'est parce qu'il ne faut pas se focaliser uniquement sur la recherche appliquée. Pasteur disait qu'il n'y a aucune différence entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée et qu'il faut donc aller sur la recherche fondamentale pour générer les besoins que la société à laquelle elle va faire face demain. Voilà, merci pour quelques termes du débat sur un sujet très compliqué. Merci beaucoup, Helmut Mood. Madame la ministre, vous avez entendu les propos du président de Paris-Dauphine. Vous avez fait voter une loi de programmation de la recherche qui augmente le budget de la recherche de 30% d'ici 2030. Est-ce que vous pensez que le compte y est ? Est-ce que l'argent est bien fléché pour éviter, on a commencé à en parler, la fuite des cerveaux et l'attraction notamment vers les GAFAM ? Alors, déjà, merci beaucoup. Effectivement, on a parlé de la loi programmation militaire, mais vous l'avez rappelé, il y a la loi programmation de la recherche, avec un investissement de 25 milliards sur 10 ans, ce qui, au bout du compte, fait une augmentation de 5 milliards net sur le budget, mais le budget de base.
Or, peut-être un peu vous donner quelques chiffres, ce que représente, et vous savez, on n'est jamais petit ou grand, mais on est toujours petit ou grand devant quelque chose. Et donc, moi, ma référence, c'est l'international et l'Europe. Donc, au niveau de la France, on parle souvent de l'objectif qui a été fixé au niveau européen de 3%, mais de 3% des dépenses dans la recherche. Ces dépenses dans la recherche, au niveau de l'objectif, c'est d'atteindre 1% de dépenses publiques et 2% de dépenses de la recherche privée. Aujourd'hui, on en est à peu près à 0,8% au niveau public sur le 1, et on en est à au total 2,2, 2,3 par rapport aux 3%, ce qui fait 1,5 à peu près sur le côté privé. Ça, c'est la dépense. Et c'est vrai qu'on est dans la moyenne européenne, de l'Union européenne, qui est à peu près autour des 2,2. On est en dessous de certains pays, mais on est à la moyenne européenne. Et il faut faire attention à continuer à augmenter et à atteindre cet objectif qui va évidemment être de plus en plus difficile à atteindre avec l'inflation, puisque c'est 2,2% pour aller à 3% du PIB, et ça bouge avec l'inflation, donc actuellement, on voit bien. Je voudrais revenir à l'investissement, parce que ça, c'est la dépense. Mais il faut aussi regarder l'investissement public. Et l'investissement public en France, c'est à peu près 1% du PIB. Et là, autant dans la dépense, on est 4e sur le G7, autant en investissement public, on est premier sur le G7. C'est-à-dire premier sur des pays comme l'Allemagne, comme les USA, etc. Donc, on investit au niveau de la recherche. Cet investissement, vous l'avez rappelé, c'est la LPR, par exemple. C'est le budget initial des ministères, ce qu'on appelle la MIRES, qui est l'ensemble des ministères qui investissent dans la recherche. Et c'est aussi France 2030, avec dans le France 2030 qui est 54 milliards, il y a environ 13 milliards dans France 2030 qui est fléché pour la recherche et l'enseignement supérieur. Je voudrais revenir sur 2 points à partir de ces chiffres. C'est effectivement la notion de pérennisation de long terme. Et je crois que par rapport à ces appels à projets dont tu as parlé, qui étaient souvent, si on regarde l'Agence nationale de la recherche, où la LPR augmente les taux de réussite de cette agence nationale, je rappelle qu'on était tombé à environ 10-12%, ce qui était une catastrophe. Aujourd'hui, on est à 24%, et la LPR, la loi programmation, tend à être 30% de taux de réussite, avec aussi un milliard de plus sur cet appel à projet de l'agence nationale. Cette agence nationale, ce sont des appels à projets de 4 ans, mais la France 2030, ce sont des appels à projets de 10 ans, entre 8 et 10 ans. Et je pense qu'une des réponses, effectivement, d'avoir de la perspective, c'est de donner de la pluriannualité à nos établissements, de la visibilité sur le long terme. Alors aujourd'hui, mais vous êtes économiste, en 2023, récurrent, pérenne, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais un plan pluriannuel sur 10 ans, une pluriannualité ou un contrat d'objectifs de moyens et de performance sur 5 ans, je sais ce que ça veut dire. Et c'est ce qu'on est en train de faire avec nos établissements. On ne fait plus de contrats quinquennaux comme on a connu, on fait des contrats d'objectifs de moyens et de performance pour leur donner une visibilité pluriannuelle. France 2030, ce sont des projets, et ce sont des projets avec l'industrie sur 8 à 10 ans. Et je voudrais revenir sur fondamental, appliqué, c'est un vieux débat. On ne fera pas d'innovation, on ne fera pas de recherche appliquée si on ne maintient pas une recherche fondamentale de haut niveau. Et qui est en charge de la recherche fondamentale ? Évidemment, les établissements publics, nos organismes, nos universités. Et là-dedans, quand on regarde la dépense publique, on reste à 51% qui est fléché fondamental. Quand on regarde le DIR 2, c'est-à-dire la dépense entreprise, c'est 7%. Qui est fléché recherche fondamentale, pour illustrer ce que tu as dit. Donc c'est vrai qu'il faut maintenir ce budget de la recherche fondamentale à travers une possibilité effectivement donnée directement aux établissements et aux laboratoires. Mais je voudrais finir par le fait que ce qui est, à mon avis, encore plus que le financement aujourd'hui nécessaire pour garder un bon niveau en recherche fondamentale, appliquée, le lien avec les entreprises, ce travail, c'est redonner du temps aux chercheurs, redonner du temps recherche. Et le levier pour moi, c'est de la simplification administrative, et c'est un problème aussi d'organisation et de mission, peut-être encore plus que financement. Et dernier point, dans la LPR, la majorité de l'argent
l'argent, c'est pour aller faire de l'attractivité, c'est du salaire, c'est de l'indemnisation, pour rehausser le salaire et l'indemnisation de nos chercheurs, parce qu'effectivement, les talents, l'attractivité et le parti salarial, c'est un point fondamental. Merci beaucoup. Monsieur Nabil, ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur de Djibouti, vous êtes d'accord avec ce que vous venez d'entendre, à savoir les investissements publics dans la recherche, c'est important, c'est fondamental? Certainement, on n'a pas les mêmes problématiques dans le sens du volume, je dirais, des problèmes auxquels vous êtes confrontés. Je pense que la ministre et moi-même, on a une double casquette. Est-ce qu'il faut qu'on parle en chercheur frustré qui n'a pas eu le financement de faire sa recherche, ou est-ce qu'il faut qu'on parle en ministre responsable donc et qui doit chercher les financements? C'est un sacré dilemme. C'est sûr qu'aujourd'hui en Afrique, en tout cas, si je parle de façon globale, on parlait de problèmes de structuration de la recherche. Les choses se mettent en place, il y a des universités, des centres de recherche. La problématique similaire que nous avons avec la France, c'est que ce risque de perte de cerveau, et il faut qu'on puisse pouvoir garder les chercheurs à Djibouti, qu'ils puissent produire, innover, contribuer au développement. Comment? On a parlé de financement, on a parlé de salaire. C'est vraiment les mêmes objectifs qui sont tracés. À cette différence, c'est que quand on est un petit pays comme le nôtre, on a cette chance de vivre une mondialisation. C'est pour ça que le terme de sanctuarisation au début me gênait beaucoup. Et je pense que le président de Dauphine a bien tracé la problématique de la sanctuarisation. Le financement de la recherche pour des pays comme le nôtre est quelque chose de fondamental. On ne peut pas parler en termes de développement, on ne peut pas parler en termes de règlement de conflits, on ne peut pas parler en termes de changement climatique, de résolution des changements climatiques, si on n'est pas porteur de projets. C'est pour ça que Djibouti, à travers un observatoire régional pour les changements climatiques, on s'est dit, mettons en place toutes les structures pour que tous les chercheurs de la région, mais également d'Occident, puissent venir travailler à Djibouti et qu'on garde nos chercheurs qui sont formés dans les meilleures universités à répondre à cette problématique climatique, problème de l'eau, problème de sécurité alimentaire, problème de santé, problème d'énergie, et donc un certain nombre de problématiques qui sont aujourd'hui présentes dans le monde entier. Je lisais tout à l'heure sur France 24 que les Américains et les Chinois se mettaient d'accord pour se dire finalement trouvons un terrain d'entente pour travailler ensemble. Et ils citent les changements climatiques. Je disais à la ministre, mettons-nous à travailler ensemble au niveau de la recherche et comme ça on peut optimiser nos moyens. Chacun optimiser le moyen. Donc les budgets de l'État ne sont pas suffisants. Il faudrait qu'on pense à trouver des budgets, peut-être par rapport à la France, où nous avons les bailleurs également qui sont intéressés, comme la Banque mondiale, comme les fonds arabes, comme l'Agence française pour le développement. Mais ce sont également des fonds qui peuvent permettre à d'autres universitaires, d'autres chercheurs de venir travailler. Le deuxième élément important que je voudrais citer, en dehors de la problématique commune que nous avons, c'est le partenariat. Le partenariat est important. Nous avons un très bon partenariat avec l'IRD, la présidente de l'IRD ici présente. L'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, sur des problématiques de sécurité alimentaire, par exemple l'agrobiodiversité qui tourne autour du palmier. Ça peut également permettre de résoudre, je dirais, entre autres, ces problèmes de financement, parce qu'on peut trouver des sujets de recherche et utiliser des plateformes, que ce soit à Djibouti ou à l'IRD, qui permettent aux chercheurs d'innover, de produire et de chercher. Le deuxième élément, je parlais de deux composantes sur lesquelles je voulais parler, le budget de l'État, les aides, comment trouver les financements de la recherche. La deuxième chose, c'est un projet Protexte. Aujourd'hui, les technologies sont disponibles pour tout le monde. L'Afrique a atteint aujourd'hui, je dirais, un seuil de chercheurs vraiment qui dépasse tous les espoirs. Faut-il les garder en Afrique ou faut-il les laisser partir? Si on veut les garder, on a parlé de salaire et tout ça, mais également leur donner des projets porteurs. Et c'est pour ça qu'on s'est lancé sur un projet, personne n'y croyait, à faire que nos étudiants, nos ingénieurs puissent produire des satellites, des nanosatellites. Donc nous sommes en train de lancer 2 nanosatellites. Ce projet a pu attirer des investisseurs étrangers
pour pouvoir financer des rampes, bien sûr, de lancement pour des satellites, mais nos obligations sont les suivantes. C'est-à-dire que sur ces rampes de lancement, les ingénieurs, les chercheurs doivent participer dans toutes les phases de développement de ces technologies. Donc, le budget de l'État, oui. Chercher d'autres budgets, ne pas oublier le partenariat international. On est dans la mondialisation. Merci. Merci à vous. Nicolas Dubourg, vous représentez le secteur privé dans ce panel. Oui. Vous avez entendu tous ces appels du pied répétés. Il faut qu'il y ait plus d'investissements privés dans la recherche et notamment dans la recherche fondamentale. Qu'est-ce qui coince ? Alors, je vais vous présenter d'abord ce que fait ISALT et vous allez voir pourquoi la recherche est un sujet d'intérêt pour nous. Donc ISALT investit des fonds français, exclusivement des fonds français aujourd'hui, dans le capital d'entreprises françaises et avec une mission de le faire à long terme. On est très ancré dans l'économie réelle en tant qu'acteur financier et on est très porté aujourd'hui, on a un focus très fort sur l'industrie et sur la technologie et notamment sur les deux mélangés. Donc on a construit un portefeuille dans le temps de participation de très belles sociétés donc industrielles que vous connaissez et j'en parlerai après. Et aujourd'hui, on a développé un nouvel angle de notre action vers des sociétés plus jeunes, en majeure partie industrielles, alors évidemment dans le domaine de l'énergie, mais de l'industrie plus classique aussi et des technologies, avec l'idée de créer donc une nouvelle industrie en France et notamment d'aider ces entreprises à construire leur outil productif sur le sol français et notamment dans nos régions. En fait, ce qui nous intéresse dans ces sociétés, ce qui nous intéresse, c'est qu'elles créent de la valeur, comme on dit, qu'elles fassent de la croissance. Et il n'y aura pas de croissance sans innovation et sans capacité d'investissement. Et donc, on rejoint sur ce que vous avez dit, Madame la Ministre, on rejoint la notion d'investissement. Alors, la bonne nouvelle, quand même, c'est que ces entreprises, aujourd'hui, ont bien conscience de ça et elles s'équipent. Donc, quand on prend quelques sociétés importantes chez nous, vous avez Arkema, Soitec, Valeo, c'est des sociétés qui investissent en recherche et développement. Alors, donc là, je parle de recherche et développement. Une partie très significative de leur chiffre d'affaires, chez Soitec, par exemple, c'est quasiment 13% du chiffre d'affaires, donc c'est extrêmement élevé. Pour faire quoi ? Pour faire des substrats de semi-conducteurs hyper pointus. Il y a 5-6 ans d'avance par rapport à ce que peuvent faire les Chinois. Donc il faut maintenir cette capacité de recherche, d'ailleurs en lien avec le CEA de Grenoble, qui est un institut complètement financé par le public, mais extrêmement brillant. Donc là, on a un lien très fort entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée donc en entreprise, avec une entreprise qui investit fortement sur ces métiers d'avenir. Ça rejoint aussi la transition énergétique, parce que ces semi-conducteurs économisent des électrons et donc sont extrêmement utiles dans plein d'applications. Bon. Et autre angle dont je voulais parler, on s'intéresse aussi à des PME et ETI d'innovation, donc portées aussi par ces grandes transitions qui nous intéressent. J'ai fait le calcul, nous on en a identifié donc à peu près 150 qui portent cet avenir. Et en fait, plus de 80% sont liés à la recherche. Soit parce qu'elles ont embauché des chercheurs, soit parce qu'elles ont été créées par des chercheurs, soit parce qu'elles ont un lien fort avec un laboratoire de recherche. Et à partir de là, elles ont des brevets et elles démarrent leur activité à partir de là. Et on retrouve aussi ce que vous disiez, elles sont financées en partie par le programme France 2030, puisque elles ont un angle de transition fort. Alors peut-être pour conclure et aller donc relativement vite, donc, moi je suis très optimiste sur l'avenir des chercheurs en entreprise. C'est-à-dire qu'il y a quelque temps, moi j'ai commencé à travailler il y a un peu plus de 30 ans, quand on se disait on va embaucher un chercheur en entreprise, oulala, mais qu'est-ce qu'il va faire ? Il ne va pas s'adapter et tout ça. Aujourd'hui, c'est facile, hein, on s'arrache les chercheurs. En intelligence artificielle, un docteur, il trouve un job en 2 minutes. Dans l'énergie, il n'y a aucun problème. Sur les semi-conducteurs, il n'y a pas de problème. C'est une époque dorée pour la recherche en entreprise. Les problématiques sont tellement compliquées que je n'ai aucune inquiétude sur leur capacité à trouver un job. Pour finir,
j'ai parlé des capacités d'investissement. Elles doivent être fondamentales, majeures, très significatives. C'est une question évidemment de réussite économique, mais de souveraineté. Il faut des acteurs français forts sur ces terrains-là. Je crois que pour y arriver, parce qu'aujourd'hui on n'est pas complètement donc équipé, il faut que le monde de la recherche et le monde du financement se parlent et se comprennent. Les questions de recherche sont extrêmement compliquées, très intriquées aujourd'hui. C'est très très difficile de s'y retrouver. Je pourrais vous citer des exemples après. Et donc si on n'arrive pas à vraiment bien se parler, ça va être très difficile d'aider ces projets à se réaliser. Mais il y a espoir, c'est le thème des rencontres d'Aix, et chez ISALT, on a espoir. Merci beaucoup, Nicolas Dubourg. Alors, pour attirer les cerveaux et pour les retenir, il faut un écosystème favorable, il faut des thématiques intéressantes et il faut une stimulation collective. Et c'est ce que vous leur apportez par le biais du CEPR, le Center for Economic Policy Research, dont vous êtes la présidente, Béatrice Veder-Di Mauro. Vous pensez que c'est bien qu'on investisse dans la recherche, qu'il y ait justement ces investissements publics et privés, mais il faut aussi qu'il y ait tout un écosystème favorable également au maintien des chercheurs en France et surtout en Europe. Tout à fait. Et j'aimerais commencer pour dire que je suis très, très ravie d'être ici à Aix. Et je remercie le Cercle des économistes de nous avoir comme le CEPR. On est en train de déménager notre siège de Londres à Paris. Alors, on devient partie du écosystème français, en effet. Mais malgré ça, je n'ose pas continuer en français et vous m'excusez si je passe à l'anglais. La prochaine année, je crois que ça devrait aller. So I wanted to make 3 points. So the first... Je voulais dire 3 choses. Tout d'abord, il est évident à l'heure actuelle que le monde a déjà changé. Ce n'est plus une question de se dire si on peut revenir vers l'ancien monde de modération, de stabilité et même de paix. Nous n'aurons plus même la possibilité de maintenir la même paix. Donc on ne pourra pas revenir à ce qu'on a connu au cours des 30 dernières années. Il n'y a pas moyen de revenir en arrière. Il y a une guerre en Europe, il n'y a pas moyen de ne pas en voir les conséquences et de ne pas non plus penser aux conséquences de l'agression entre les États-Unis et la Chine. Donc, c'est un processus irréversible. Nous avons un monde nouveau et il faut le comprendre. Autre chose qui est irréversible, nous savons déjà qu'en termes de changement climatique, on a déjà un réchauffement de l'ordre d'1 degré. C'est peut-être ce qu'on ressent ici aujourd'hui, mais c'est quelque chose d'irréversible aussi. Donc la question est jusqu'où ira-t-on? Et l'autre question, c'est que... ce changement signifie notamment qu'il nous faut la technologie, il nous faut des innovations, il nous faut de la recherche. À ce stade, ce sont des choses qui sont indiscutables, je pense. En tout cas, j'espère que ce que je vous ai dit vous paraît indiscutable. Alors la question est comment obtenir la technologie dont on a besoin, comment obtenir cette innovation, comment la partager, comment coopérer. Et là, c'est un des points supplémentaires que j'aimerais aborder. C'est aussi une question transfrontalière. Nous parlons ici de quelque chose qui est mondial, qui est commun, quelque chose qui est au niveau du bien public. Et comment peut-on stimuler une recherche suffisante dans ce bien commun? C'est là la question. Alors, il y a bien sûr la question du financement au niveau national, mais cela, c'est une question que les gouvernements nationaux ont vraiment en ligne de mire. Mais au niveau supranational, c'est quelque chose de plus difficile. Permettez-moi de vous donner un exemple.
lorsque l'Union européenne nouvelle génération a été négociée, on s'est demandé comment financer le bien commun européen, parce qu'il est à tous et il n'est à personne. C'est la raison pour laquelle il est extrêmement difficile de financer la recherche fondamentale et de l'intégrer dans le bien commun au niveau privé, au niveau public. Et je voulais vous donner 2 exemples de ce qui peut fonctionner. Alors, l'un d'entre eux, c'est notre centre, le CEPR. Mais je vais commencer par un autre exemple. Le CERN, vous savez, le plus gros super collisionnaire au monde, qui a été financé collectivement par les États membres du CERN. Et ça, c'est bien, ça précède largement l'Union européenne. Et ça reste financé de manière collaborative. Autre exemple, le Centre de recherche économique et politique, qui est un réseau pur de plus de 1700 universitaires et économistes du monde entier qui travaillent et qui collaborent pour réunir leurs travaux de recherche et de politique. Pour vous donner un exemple, lorsque l'invasion de la Russie en Ukraine s'est produite l'année dernière, un groupe du CEPR s'est très vite réuni pour préparer un premier plan Martial, si je peux dire, pour l'Ukraine. Et je vous parle du mois de mars de l'année dernière. C'est le genre de choses qu'on ne peut faire qu'ensemble, que de manière coopérative. Et c'est pour cela qu'on a besoin de plateformes comme le CEPR, et il nous faut les écosystèmes pour que cela fonctionne. Merci beaucoup. Laurent Saint-Martin, donc vous êtes directeur général de Business France. Ce que vient de dire Béatrice Eder-Di-Moro était intéressant parce qu'elle dit la recherche, c'est l'affaire de tout le monde et en même temps, c'est l'affaire de personne. On voit est-ce qu'il faut sacraliser la recherche, est-ce qu'il faut la sanctuariser et la garder chez nous ou en même temps être en mode collaboratif et que les chercheurs puissent aller de France à Djibouti, par exemple, facilement. Comment est-ce qu'on fait pour concilier tout ça ? Oui, bonsoir à toutes et tous. D'abord, je laisserai le sacré en dehors de la recherche. En revanche, il faut la sanctuariser. Je crois que la réponse est clairement oui, et je pense que c'est ce qui rend commun l'ensemble de nos discours. Je voudrais vous remercier également de m'inviter. J'en suis doublement heureux d'ailleurs pour vous donner le pouls de la part d'une institution publique qui travaille avec des acteurs privés, un peu au carrefour du monde du public et du privé, qu'est Business France. J'en suis doublement heureux aussi parce que j'étais dans une autre ville rapporteur du budget sous la loi de programmation de la recherche et puis encore avant administrateur d'une SAT. Donc j'ai vu comment la recherche publique et privée, par la valorisation notamment de celle-ci, pouvait apporter beaucoup à notre économie. Du point de vue de Business France, qui est donc l'agence gouvernementale en charge de l'attractivité de nos territoires en attirant les investissements de partout dans le monde, mais aussi en projetant nos entreprises à l'international via l'export, oui, évidemment oui, la recherche fondamentale, la recherche appliquée, le développement, l'innovation sont de bons outils, sont des clés pour la compétitivité française, donc pour son attractivité, donc pour sa réussite à l'international. C'est très clair. Et d'ailleurs, la France a plutôt des bons résultats en la matière. On est la 6e puissance économique en termes de dépenses de recherche. Alors, dépenses ou investissements, je fais plutôt partie de l'école des investisseurs par la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Je glisse cette parenthèse-là. Ne croyons pas que la recherche fondamentale est hors des radars du monde économique. C'est pas vrai. C'est parce qu'il y a une recherche fondamentale de qualité dans un pays qu'il est aussi attractif. Quand bien même celui-ci ne serait pas directement en lien avec les économies et avec des marchés, c'est extrêmement important de considérer les deux comme des briques absolument complémentaires et essentielles à l'attractivité d'un pays comme la France. On a le 2e pays européen en termes de nombre de chercheurs. On est le 4e pays au monde en termes de demande de dépôt de brevets.
Tous ces signaux-là sont évidemment des signaux de bonne santé en termes de recherche et de développement, à la fois de la part du public et à la fois à partir des entreprises. L'existant est bon, on le voit par les résultats quand on parle d'attractivité. Je rappelle toujours que la France est pour la 4e année consécutive le premier pays européen en termes d'investissement direct étranger. C'est évidemment beaucoup lié à sa capacité à attirer aussi des projets de recherche et développement. On réindustrialise la France par la production, mais aussi par la recherche et développement. Et donc ça, c'est un changement depuis maintenant 7 ans qui est absolument considérable et que l'on peut voir apparaître sur l'ensemble des régions. Nous travaillons avec l'ensemble des régions et de leurs agences économiques de développement et d'attractivité pour que justement les pôles de recherche, les pôles d'excellence, les clusters, les pôles de compétitivité soient à la disposition aussi des investisseurs internationaux quand ils viennent. Ça marche, on a des exemples qui sont extrêmement parlants qu'on n'aurait pas eu il y a encore quelques années. Ceux qui ont suivi le sommet Choose France de l'attractivité qui s'est tenu le 15 mai dernier à Versailles, vous y étiez, Madame la Ministre, il y avait des très gros projets comme Prologium, un projet taïwanais sur la batterie solide pour les véhicules électriques. Ils sont venus aussi pour la compétence des ingénieurs et des chercheurs français. On a aussi célébré un investissement majeur de Pfizer, par exemple, de 500 millions d'euros. C'est aussi parce que, d'abord, ils connaissent la France, mais parce qu'ils sont aussi allés chercher la compétence de talents qui existent dans notre pays. Donc la France est déjà bien positionnée là-dessus. Et d'ailleurs, Ernst & Young nous positionne comme champion de l'innovation, comme champion de l'attractivité aussi par l'innovation. Alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Ne pas se contenter d'être bon, mais continuer à accélérer pour être leader. Et on a encore du travail. Bruno Le Maire, je l'ai lu, a annoncé vouloir faire de la France la première puissance économique européenne à horizon 2050. Ça passera par les investissements en recherche et développement public et privé. Ça passera par l'objectif des 3% avec les 2% de part privée. Pour ça, il faut quelques outils très simples et je veux vraiment insister là-dessus. Le crédit d'impôt recherche, ça marche, il ne faut pas y toucher. C'est très clair. Si on y touche, on casse la confiance des investisseurs internationaux sur la recherche et développement. C'est systématique. Le coût d'un chercheur français, sans le CIR, serait 10 à 14 points plus élevé que l'allemand. Donc il faut bien avoir en tête que cet avantage compétitif, on peut le perdre rapidement si on touche aux outils qui marchent bien. Donc déjà, avant de progresser, ne touchons pas ce qui marche et sanctuarisons le crédit d'impôt recherche. France 2030, il faut évidemment s'en servir comme levier fondamental. France 2030, ce sont 10 verticales d'innovation, ce sont 10 verticales sur l'avenir de l'économie et notamment sa décarbonation, 54 milliards d'euros d'investissement public aux côtés des investisseurs privés. On peut faire un levier x4, c'est considérable à quel point on peut transformer le paysage industriel et économique français et donc sa recherche et développement grâce à France 2030. Et puis enfin, son écosystème, en écho à ce que vous disiez, on a des bons pôles de compétitivité en France, on a des excellents clusters, on a des centres de recherche universitaires, on pourrait citer Saclay bien sûr, mais tant d'autres, qui font aujourd'hui la renommée de la France à l'international. Alors c'est vrai qu'il y a le sujet des classements, je ne vais pas y revenir maintenant, qui peuvent, à mon avis, être un champ de travail et de progrès à faire avec les universités dans une optique d'attractivité, mais on a déjà énormément de talents à faire valoir. La dernière brique, c'est attirer les talents internationaux. Là, il y a encore du travail à faire sur l'impatriation, sur la façon de trouver les outils, notamment vis-à-vis d'un certain nombre de pays du grand export. Comment est-ce qu'on peut aller chercher des talents internationaux en France et les faire s'installer durablement dans notre pays pour qu'ils puissent eux-mêmes évidemment participer à cet effort collectif. On en a, je crois qu'on peut en avoir bien davantage et continuer à renforcer notre rang de pays excellents en recherche fondamentale et notamment dans certaines matières scientifiques, ce que l'on sait déjà, mais aussi en termes de recherche, développement et innovation pour l'industrie et les entreprises. Merci beaucoup. Bon, Helmut Mood, je vous ai vu réagir. Vous avez entendu les propos de l'ancien rapporteur du budget, Laurent Saint-Martin, aujourd'hui à la tête de Business France. Il ne faut pas toucher au crédit d'impôt recherche. 6 milliards d'euros, ou un peu plus de 6 milliards d'euros d'ailleurs 7 milliards. Par an. 7 milliards. Il a raison, il ne faut pas y toucher, il faut le renforcer, mais il faut le modifier. Bon, ça, je suis désolé. 40% du crédit d'impôt recherche qui va à des activités de service, ça ne va pas. Service, ça ne va pas. Il faut le mettre dans les deep tech. Voilà. Il faut les mettre dans les véritables technologies de rupture. Je vais y revenir dans un instant. Ensuite, il est desservi aux têtes de groupe et non aux établissements. Ça ne va pas non plus. Je pense qu'il y a des éléments à revoir dans le crédit d'impôt recherche. Le point de partage avec vous, c'est que c'est quelque chose qui marche bien. En effet, qu'il faut continuer à pousser. Moi, il me semble qu'il faut quand même s'interroger sur la frilosité
et l'absence et la faiblesse des capitaux privés dans le domaine de l'investissement. Alors ce que vous avez dit est parfaitement juste à propos du fait que maintenant il y a de plus en plus de fluidité entre... Il y a des doctorats de droit privé aujourd'hui. On peut aller faire un doctorat, alors on passe plus par les chiffres et par toute une série de choses. Donc ça c'est super, ça va assez vite. Mais on observe une frilosité quand on fait une distinction entre les deep tech, c'est-à-dire les technologies de rupture qui sont associées aux PME, qui ont été beaucoup favorisées par la loi Allègre, depuis 1999, ça a été ensuite renforcé. Et quand on évalue ça, on trouve des problèmes. Quels sont les problèmes ? Eh bien, il y a bien sûr des problèmes administratifs, mais il y a des problèmes de frilosité venus des acteurs privés de financement dans les technologies de rupture. Et ils viennent plutôt dans les technologies assez facilement, ce qu'on appelle les start-up de numérique ou de plateforme, parce que c'est plus facile, le rendement est plus court, mais là où il y a un rendement long, les deep tech, il y a moins d'apport. Donc là, il y a un travail à faire pour faire venir ces capitaux. Alors il y a des expériences qui existent à l'étranger. Je crois que ma collègue du CEPR disait parfaitement que c'est un problème mondial. Oui, c'est un problème mondial, mais on peut être d'autant plus mondialisé qu'on est bon au niveau de nos ressources. Eh bien, il y a des éléments qu'on appelle l'open innovation. Et l'open innovation, c'est quelque chose qui est encore... Moi, je sais, dans mon université, je peux citer mon université, je ne suis pas là pour ça, mais on fait du mécénat recherche. Et ça marche plutôt très très bien parce que les entreprises, les grandes entreprises qui font le pari de l'open innovation, c'est-à-dire de venir sans attendre des rendements impatients à court terme, mais en étant là sur le long terme, je pense que c'est un élément qu'il faut absolument regarder de près. Et les questions de ciblage, aujourd'hui, sont des questions qui ne sont pas suffisamment travaillées, à mon sens, encore en France, pour rendre notre système encore plus efficace, et au niveau européen également. Moi, je suis l'un des premiers économistes en France à avoir travaillé sur les questions des relocalisations industrielles. Je suis ça depuis très longtemps. On a trop d'aides directes qui sont des aides inutiles, des effets d'aubaine, et on a besoin vraiment de concentrer les ressources sur les technologies de rupture. Parce que pour rejoindre ce que vous dites, les économistes internationalistes dont je fais partie distinguent les avantages comparatifs longs et les avantages comparatifs courts, les fleeting advantages. Donc vous avez des possibilités d'investir dans les avantages courts, mais ce n'est pas durable. En revanche, quand vous êtes comme le font les Allemands souvent, sur les blocs de compétences, c'est-à-dire sur les avantages longs, donc sur la recherche fondamentale qui est derrière de ces technologies de rupture, vous avez des capacités à éroder l'imitation des imitateurs et à récupérer des avantages comparatifs de long terme. Donc moi, je pense qu'il y a un vrai sujet de rentrer en profondeur. Ce n'est pas tant une question de volume, la ministre l'a rappelé, nous sommes dans la moyenne ou mieux encore en termes d'investissement, mais il y a une question de déperdition et une question d'absence d'attractivité des groupes privés dans le domaine des technologies de rupture, et c'est un problème qu'il faut prendre à bras-le-corps. Alors, je crois que vous êtes plusieurs à vouloir réagir. Peut-être Madame la Ministre d'abord. Alors, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, sur lequel j'adhère, mais on est souvent en phase, je voudrais insister et continuer sur le côté, pour les technologies de rupture, sur le côté de la formation et de l'attractivité en même temps que de l'investissement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit qu'on a aussi un besoin on a parlé d'attractivité, je vais parler de l'attractivité et des talents, et parce que la recherche, l'innovation, n'oubliez pas le troisième pilier qui est la formation. Pour alimenter, et je dirais qu'à travers cette formation, on a parlé des docteurs, parce qu'effectivement, alors étant dans le même domaine et connaissant bien le domaine, je suis d'accord que les docteurs ont augmenté de plus en plus, et les sociétés qui ont été citées tout à l'heure, je les connais bien, Soitec, ça a démarré au Leti, ça a démarré au début avec les semi-conducteurs, mais je pense que dans l'ensemble des entreprises et de l'industrie, on a besoin, et aux 70 ans de la NRT, on en a parlé, Louis Gallois a dit, il faut quand même que les entreprises ouvrent leurs portes aux docteurs. Je pense qu'il y a un progrès, mais je pense qu'il faut continuer à le faire. La France est un pays d'ingénieurs, ce qui est très bien aussi, mais il faut qu'il y ait un pourcentage et une partie des docteurs. Pourquoi ? Parce que d'abord, ça amène cette côté de méthodologie scientifique, de développement de la recherche vers l'innovation et le transfert, et puis c'est culturel, c'est-à-dire que pour aller vers les deep tech, pour aller faire ce lien entre recherche fondamentale appliquée, académie, industrie, public, privé, c'est culturel chez nous. Donc plus on mettra des docteurs dans les entreprises et plus on mettra du lien entreprise dans les universités,
plus ça se fera naturellement. Et on pourra toujours pousser les choses si on ne le fait pas le plus naturellement possible, en mélangeant ces cultures, en associant, c'est pour ça qu'on a mis les programmes pépites dans les universités, l'entrepreneuriat, le lien, 30% d'entreprises qui viennent enseigner dans nos maquettes universités, etc. Plus on fera ça, et plus on ira naturellement à faire ce transfert et cette continuité, parce que c'est une continuité entre la recherche fondamentale, appliquée, et le transfert vers les entreprises. Je voudrais dire un dernier point, un mot qu'on n'a pas prononcé assez à mon avis, c'est la notion de l'Europe. L'échelle européenne, en particulier pour la recherche, est fondamentale. Quand on compare l'investissement des États-Unis, de la Chine, la bonne échelle pour nous, c'est l'Europe. Et attention, le fait d'investir nationalement, on le voit chez nous, France 2030, évidemment, c'est très bien, et ça fait ce lien sur la production et vers le marché, la recherche vers le marché. Mais du coup, parfois, quand on reste trop au niveau investissement national, ça empêche d'aller chercher l'argent qu'on investit aussi en tant qu'État à l'Europe et que nos chercheurs et nos industriels doivent aller chercher ensemble à l'Europe. Et je pense que non seulement au niveau collaboration, mais aussi au niveau investissement et au niveau aller chercher les financements à l'Europe, c'est un point, en particulier on l'a vu sur les PIEC, les projets, etc., qu'il ne faut pas négliger. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Il nous reste moins de 10 minutes, donc on va faire un tour de table extrêmement rapide. Je suis désolée. Vous vouliez dire quelque chose, Nicolas Dubourg? Alors, complètement d'accord, mais 200% d'accord avec ce que vous avez dit. Sur les projets de rupture ou sur le financement par le privé, en fait, je vais donner 3 exemples dans le domaine énergétique. Et en fait, il faut qu'à chaque fois, il y ait un écosystème qui se crée pour que ça marche. Si vous prenez les batteries donc, électriques dont vous avez parlé, M. Saint-Martin, en fait, il y a tout un écosystème qui s'est mis en marche avec des producteurs de voitures qui s'engagent à acheter des batteries, et donc toute l'industrialisation se fait et il y a de l'avance. Si vous prenez la partie hydrogène, on n'en est pas encore là. C'est-à-dire que les grands projets se mettent en place, ça prend du temps, les aides arrivent effectivement, mais tous les équipements de la chaîne industrielle qui sont nécessaires à ces grands projets, ça va arriver, il va falloir les financer, finir la recherche et développement, et donc ça se met progressivement en place. Et dernier point, si vous prenez dans le nucléaire les AMR et les SMR, alors là c'est toute la filière qui doit se mobiliser, parce que le combustible amont on l'a pas, et le retraitement après on l'a pas. Donc en fait, les capitaux privés ils vont arriver quand on va voir que les signaux globaux de toutes ces chaînes se mettent en place. Et donc voilà, et effectivement, plus il y aura de chercheurs avec nous, autour de nous, pour comprendre tout ça, ça sera d'autant plus facile. Merci beaucoup. Monsieur le ministre de la Recherche de Djibouti, Monsieur Nabil, vous, votre problématique, c'est vraiment de conserver vos chercheurs et de faire en sorte qu'ils puissent travailler, aller, venir, parce que vous avez beaucoup investi. Oui, conserver nos chercheurs parce qu'on investit énormément. Je dis souvent que le contribuable français paye pour que les gens aillent au Canada ou ailleurs. On a la même problématique. Donc comment garder nos chercheurs? Je pense que juste pour rebondir sur l'histoire des entreprises en France, étant très imprégné de la culture française et de la recherche française, il y a une défiance entre le monde de la recherche et les entreprises. Et il faut une fois pour toutes que la partie française culturelle puisse faire sauter ce verrou. Et c'est ce que nous essayons de faire à Djibouti. On a cette mentalité française. On a fait investir, je parlais tout à l'heure du nanosatellite par le port de Djibouti sur des investissements privés. C'est se faire confiance et pouvoir travailler ensemble. En contrepartie, je pense que les entreprises gagnent énormément parce qu'elles trouvent de la matière grise à moindre frais. Et une entreprise ne peut pas se développer sans chercheurs et sans recherche. Et c'est ce travail-là que nous essayons également d'expliquer et de favoriser à Djibouti. À Djibouti, on a une autre problématique. Il faut absolument que ça impacte sur les populations très rapidement, parce qu'il y a des besoins réels. Il y a cette recherche de toujours impacter sur la population, sur des véritables priorités. J'ai parlé tout à l'heure de santé, d'eau, etc., d'énergie. Et on doit faire ce travail-là, mais ne pas oublier d'innover parce que l'Afrique, encore une fois, aura perdu ses sauts technologiques. Et on parlait tout à l'heure de l'innovation. Toujours travailler l'innovation. La recherche fondamentale, on ne peut pas la faire par nous-mêmes. Il faut également travailler en partenariat avec des pays, je dirais, occidentaux qui ont cette capacité à travers des doctorats et des masters. Merci beaucoup, Monsieur le ministre Nabil. Béatrice Weder-Di Mauro, vous avez fait un appel à l'Europe. Vous avez dit également, Sylvie Rotaillot, que
il fallait pas oublier cette dimension européenne. Vous êtes d'accord? Vous en êtes la preuve. Oui, absolument d'accord. La dimension européenne, elle existe. Ça c'est la bonne nouvelle. Et c'est aussi clair qu'elle devrait être plus importante, plus large en termes de financiation. Mais dans tous les domaines, national et européen, le problème du futur, c'est le problème qu'il y aura plus de pression sur les budgets de l'État, parce qu'il y aura plus de choses qu'on doit financer et en même temps, on n'en aura pas les mêmes ressources. Et il y aura plus de compétition entre les nations. On a vu le premier exemple maintenant entre l'Amérique et l'Europe avec le IRA. Et de ça sort une question de industrialisation et qui peut maintenir ces industries et comment. Ça aussi va mettre de la pression sur le budget et sur le budget des recherches aussi. Et alors, quelle est la solution si on a besoin de plus de recherche mais moins de ressources ou pas beaucoup plus de ressources, il doit être plus efficient. Et ça, je me permets de dire, ça c'est la spécialité des économistes. C'est pour ça qu'on a besoin de la recherche dans les sciences sociales pour comprendre qu'est-ce que ce sont the most efficient allocation of. Il faut prendre l'allocation des ressources la plus efficace et cela c'est particulièrement essentiel pour l'avenir. Hébert Dumoreau, vous êtes donc passé naturellement au français. Laurent Saint-Martin, vous viennent finalement quasiment les mots de la fin. Donc voilà, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Il faut un appel au privé, il faut qu'il y ait ce levier plus important qui existe, cet effet de levier qui n'est pas suffisant aujourd'hui vers le secteur privé. Oui, et avant l'effet de levier, ou en même temps que l'effet de levier, je reprendrai les termes de Monsieur le Ministre, je suis parfaitement d'accord avec vous. La défiance qui peut encore exister entre le secteur de la recherche publique et le monde de l'entreprise doit absolument être dépassée. On le voit que ça va vraiment dans le bon sens, très honnêtement. Je vous le dis, j'étais administrateur d'une SAT il y a une dizaine d'années. J'ai perçu une vraie évolution culturelle, en tout cas dans notre pays, dans la capacité à mieux valoriser la recherche avec des entreprises. Les pôles de compétitivité ont joué un rôle aussi extrêmement important, mais ce sera clé. C'est-à-dire que l'effet de levier, oui, mais aussi un partenariat très fort entre la recherche publique, la recherche privée et le monde de l'entreprise, c'est extrêmement important. Je terminerai, si vous me le permettez, en répondant sur le sujet de l'investissement privé. Bien sûr, la question du private equity ou du venture est une problématique sur certains tickets. En France, on le sait, et on voit partir des pépites technologiques, des pépites de recherche, précisément à cause de cela. La réponse, là, pour le coup, elle est européenne. La réponse, elle est européenne, parce que cette compétition, elle se joue de continent à continent. La compétition des grands blocs technologiques et d'innovation que sont France 2030 ne nécessite pas d'avoir une réponse financière purement française. Donc il faudra une réponse européenne en haut de bilan pour pouvoir passer à l'échelle et jouer continent contre continent sur les technologies de demain. Ça, pour moi, c'est très clair. Et donc il nous faut un fonds, un ou des fonds de venture, de private equity, à l'échelle européenne, qui permettent d'aller sur les tickets, justement, qui aillent au-delà de ce que l'on sait faire aujourd'hui, et cette zone de la mort un peu que l'on peut avoir à partir de 60-70 millions d'euros enlevés, et avant une potentielle introduction en bourse, il y a cette difficulté-là pour nos entreprises françaises qui doit absolument être comblée. Merci beaucoup, Laurent Saint-Martin, directeur général de Business France. Merci à tous les 6 d'avoir participé à ce débat. Faut-il sanctuariser la recherche avec des pistes de réflexion pour l'avenir, et j'espère pour vous tous. Merci à tous.